Popeuse, popeux, bonjour, bienvenue une nouvelle fois sur Campus Grenoble 90.8 pour un nouveau numéro de Pop en Stock France, la 3e émission déjà, et je pense qu'il faut qu'on commence par vous souhaiter la bonne année 2016. C'est encore temps, meilleurs vœux, de santé, de bonheur, de culture pop. Je vous rappelle rapidement le principe de notre émission, à savoir que Pop en Stock France est un ouvroir de théorie culturelle, de débat sur les domaines les plus pointus, portant sur la pop culture, la culture geek, la culture populaire, donc cinéma, télévision, jeux vidéo, littérature et autres. Tous les sujets qui peuvent passionner nous autres geeks. Et cette semaine, encore un sujet d'actualité, qui est toujours d'actualité depuis des mois, puisque nous allons parler de Star Wars. Alors peut-être vous vous dites encore une émission sur Star Wars, une de plus. On va vous montrer qu'on a choisi pour cette émission d'être, on va dire, un peu moins classique que d'habitude. Vous connaissez au moins l'un de mes compagnons d'armes, Jonathan Fruoco. Bonjour à tous. Voilà, on précise que sur la question des effets spéciaux, puisque c'est bien de cela dont il s'agit, tu es dans l'air du temps, puisque tu viens de publier en ligne un article sur la revue Représentation du CEMRA, oui. Portant sur King Kong et son remake. C'est ça, ouais. N'est-ce pas ? Donc voilà, tu nous parles vraiment des effets spéciaux dans ce film et dans sa continuité. Donc tu es en plein dans la thématique. Et notre deuxième intervenant pour sa première expérience radio, c'est Mathieu Chanteperdry. Bonjour Mathieu. Bonjour et bonne année aussi. Bonne année, et je te l'ai dit hors antenne, mais je te redis le plaisir que j'ai à t'accueillir ici, puisque ce genre d'émission, on en parlait depuis un petit moment déjà, et tu es tout à fait indiqué pour une émission sur les effets spéciaux, puisque tu sors d'une formation de maquilleur sur les effets spéciaux de l'école Métamorphose de Strasbourg. Voilà, donc Métamorphose de Strasbourg, et c'est un plaisir partagé justement de faire cette émission avec toi. Et bah écoute... avec nous deux. Eh ben, écoute, on te souhaite la bienvenue. On vous précise peut-être que Pop en Stock France a pris un essor, c'est peut-être beaucoup dire, mais disons que vous êtes de plus en plus nombreux, mine de rien, à nous suivre sur la page Facebook de Pop en Stock France, donc on vous dit vraiment un gros merci. Sachez maintenant qu'on a un logo qui est bien à nous et qu'on doit à Cyril Fruoco, le frère de Jonathan, donc on lui dit vraiment un gros merci. Et sachez aussi que Pop en Stock France se réclame comme toujours l'héritière de popenstock.ca, dont vous pouvez écouter les podcasts au Québec, enfin les podcasts venus du Québec sur Choc Média. Donc n'hésitez pas à aller liker la page du Québec, n'hésitez pas à les suivre aussi sur la revue universitaire également popenstock.ca. Sachez d'ailleurs qu'ils viennent de faire un live sur Star Wars en public, donc on est en plein à thématique en ce moment, que ce soit du côté Québec ou du côté France. Donc, n'hésitez pas. Et précisons que cette émission, comme vous le savez, à chaque fois, on peut pas tout dire en une heure, surtout sur les effets spéciaux. Star Wars est vraiment une saga qui est légendaire, qui est énorme, et vous le savez, à chaque fois, on est obligé de synthétiser et de rester le plus bref possible en une heure de temps, mais on va tâcher de rester passionné comme d'habitude. Et Jonathan va nous montrer que, comme il le fait très souvent, sachez que Jonathan est co-réalisateur des émissions, il est même limite chargé de com maintenant, puisqu'il aide à notre visibilité autant qu'il le peut, donc merci à toi Jonathan là-dessus, et tu vas je crois nous en dire un peu plus au niveau justement de l'actualité des émissions Star Wars en ce moment, parce que c'est thématique, c'est vraiment le thème du moment. Vous pouvez pas y avoir échappé, et il y a encore beaucoup de personnes qui nous soutiennent, qui ont parlé de ce thème tout récemment. Ouais, juste pour deux mots avant de lancer la suite, il y a eu une émission spéciale qui a été faite sur Star Wars épisode 7 par Monsieur Bobine, qu'on vous encourage à suivre. Rafik Djoumi a pondu aussi une critique assez intéressante publiée sur Capture Mag, donc on vous invite à jeter un œil là-dessus. Il parle de Star Wars 7, mais on le fera pas forcément.
Ou du moins on le fera de manière relativement épisodique, puisque ce n'est pas le centre névralgique de cette émission, je dirais. Sachez également que il existe à Lyon une association de promotion de la culture geek qui s'appelle G2L2 Corp, dont j'ai l'honneur de faire partie. Et entre autres choses, ils ont un site, une page Facebook G2L2 Corp, et ils ont surtout une nouvelle émission thématique sur le cinéma qui s'appelle, sur le cinéma et la culture geek, qui s'appelle La Voix œuf, donc comme un œuf. Et ils ont fait leur dernier épisode sur Star Wars. Donc en toute émission complémentaire, si vous voulez jeter un œil là-dessus, n'hésitez pas. Si vous voulez une critique un peu complète de Star Wars, sachez que quand on parlera de Star Wars 7, on va éviter les spoilers autant que faire se peut. Et on va attaquer avec notre première partie avec le petit jingle qui va bien. J'en profite juste pour indiquer aussi, puisqu'on est en train de parler des émissions sur Star Wars qui en ce moment est sur toute la bibliographie qui a pu sortir. Je t'en prie. Il y a en ce moment un numéro spécial hors série du magazine SFX qui vaut vraiment la peine pour un prix très abordable et qui fait un énorme dossier sur les effets spéciaux dans Star Wars, justement, donc à propos des maquettes, des maquillages, des made painting, tout ça. Et vraiment, faut pas passer à côté. Voilà, le message est lancé. N'hésitez pas à aller vous procurer le petit fascicule, voire même les gros ouvrages qui sont sortis dessus. Tu vas nous en parler un peu plus. Alors, on va attaquer avec le petit jingle qui va bien, que vous allez tous reconnaître. C'est forcé. Voilà, donc probablement un des thèmes les plus légendaires de l'histoire du cinéma, qui nous met direct dans l'ambiance. On va donc attaquer avec, on va dire, une petite percée dans l'histoire des effets spéciaux. Une petite intro. Voilà, une petite intro. Ouais. Disons, en 2015, on a une année assez fascinante en termes de cinéma, et avec notamment la sortie de 2 films identiques, mais radicalement différents, à savoir Mad Max Fury Road, et oui Clément, j'ai réussi à sortir ma référence à Mad Max, et Star Wars 7, un nouveau désespoir, comme l'a si bien nommé dans sa critique Rafik Djoumi. Donc d'un côté on a un cinéaste de 70 ans, George Miller, qui nous a prouvé qu'on peut parfaitement faire du neuf et du très beau avec une franchise vieille de 30 ans, et de l'autre un publiciste de 49 ans, J.J. Abrams, qui nous a prouvé lui que laisser les costards cravates de chez Disney réaliser un film, c'était pas forcément une bonne idée. Enfin bref, ça c'est dit. Du coup comme on a envie de rester positif dans Pop en Stock France, en ce pitoyable début d'année 2016, on va parler de l'évolution des effets spéciaux à travers toute la saga, donc de 77 à décembre dernier. Alors, il faut rappeler que le gros des producteurs Star Wars, donc épisode 4, ne croyait absolument pas au succès possible de ce petit film de science-fiction qui s'est sorti dans le feutré dans 32 salles aux États-Unis à l'époque. Et pourtant, ça a été un succès phénoménal qui a contribué avec Les Dents de la Mer à redéfinir l'image qu'on pouvait se faire du cinéma dans les années 70. Et en fait, ce succès vient principalement de l'énergie dépensée par Gary Kurtz, qui était producteur des épisodes 4 et 5, qui, 2 ans avant la sortie du film, a commencé à faire le tour des premières conventions d'informatique, enfin, de trouver parmi les fanats d'ordinateurs de l'époque, des gens capables de réaliser les effets spéciaux du film. Donc, quelques mois avant la sortie du film, Kurtz, accompagné cette fois de Charles Pinkott, qui était le futur responsable marketing de Lucasfilm, a refait le tour de ces conventions-là, avec posters et flyers, et ce qui a permis finalement de créer un engouement parmi la future communauté geek, et de remplir ces 32 salles de cinéma en mai 77 de façon assez incroyable. Voilà, et c'est quand même assez incroyable de se dire qu'on est parti de ce film qui au départ on n'attendait pas forcément quelque chose, et aujourd'hui on est sur un merchandising qui est quand même assez hallucinant rapport à la sortie du dernier film. Il suffit d'avoir été récemment dans n'importe quelle grande surface pour voir à quel point ça a pris du... Mathieu, qu'en penses-tu? Oui, c'est vrai que voir Yoda sur des paquets de chips, c'est quand même assez spécial, mais bon, il faut bien que les sociétés se fassent de l'argent aussi. Hein. C'est sûr, c'est un vaste débat. Et du coup, est-ce que tu peux, Jonathan, nous parler un petit peu, puisque tu as travaillé sur King Kong, vous allez quand même voir le lien avec King Kong, c'est qu'il y a un nom notamment qu'il faut retenir dans l'histoire des effets spéciaux, et notamment sur King Kong,
puis sur l'influence qu'il aurait pu avoir sur des super productions comme Star Wars par la suite. Ouais. C'est-à-dire que les effets spéciaux ont bien évidemment pas commencé avec Star Wars, on peut remonter sans problème à Georges Méliès, mais j'ai envie de vous parler, moi, plus précisément d'une technique d'animation toute particulière qui a marqué l'évolution du cinéma et qui a été affinée pendant le tournage de l'Empire contre-attaque, à savoir l'animation en volume ou animation image par image. Donc, pour ceux qui ne sauraient pas de quoi on parle, le concept est simple. Si vous deviez filmer un gorille géant ou un dinosaure avant l'arrivée des ordinateurs, vous aviez en principe recours à une marionnette, animée à la main et photographiée image par image. Étant donné que la norme du cinéma est de 24 images par seconde, puis une norme permettant une fluidité de mouvement correcte et une synchronisation labiale pas dégueulasse, il fallait donc 24 photos pour une seconde de film. Donc voilà, alors, le fait que je mentionne un gorille géant, ce n'est pas accidentel, parce que King Kong, le King Kong originel de 1933 a changé l'histoire du cinéma. Un des pionniers de l'animation en volume, un dénommé Willis O'Brien, a donné vie aux créatures de Skull Island à l'époque et a ensuite pris sous son aile, pendant le tournage de Mighty Joe Young en 1949, un très jeune Ray Harryhausen. Donc O'Brien a offert donc son premier job vraiment à celui qui allait devenir le père des effets spéciaux modernes. Et Harryhausen a continué d'affiner les possibilités offertes par l'animation en volume et finit par devenir vraiment le premier technicien dont le talent lui a valu de se voir attribuer la paternité des films dont il a créé les effets spéciaux. 7e voyage de Simbad, Les Mystérieuses, tous ces films qu'on a vus quand on était gosse, et on se souvient de ça comme les films de Ray Harryhausen, mais les noms des réalisateurs, on ne sait plus trop qui c'est. Enfin, mais revenons à Star Wars. Enfin, l'animation en volume de Star Wars a été justement réalisée par un certain Phil Tippett, qui ne s'est pas contenté de suivre ses illustres prédécesseurs. Il a affiné une technique d'animation appelée le Go Motion, par opposition au nom anglais de l'animation en volume, le Stop Motion. Et si vous comprenez un minimum l'anglais, et je suis sûr que vous êtes tous bilingues, on a donc, par opposition, donc, une impression de mouvement qui est introduite par Phil Tippett, au moment de la prise d'image. C'est-à-dire qu'entre deux prises de photos de l'objet animé, dans le cas de l'Empire contre-attaque, par exemple, c'était des Tauntaun ou les AT-AT impériaux, haut de vaisseaux vus pendant l'attaque de Hoth, au moment où Phil Tippett va prendre la photo, il va ajouter une espèce de flou de mouvement, un motion blur en anglais, qui va permettre de donner l'impression d'un mouvement plus fluide, moins saccadé qu'en simple animation en volume. On a la sensation d'avoir plus d'informations, l'animation est plus fluide et donne aux effets spéciaux de l'Empire contre-attaque une dimension atemporelle. Et vous pouvez vérifier, ça n'a pas changé des masses, même en Blu-ray aujourd'hui. Tout à fait. Et puis tu parles de mouvement saccadé, mais justement les AT-AT ont un mécanisme d'avancée qui est lui aussi saccadé, puisqu'il a été calqué sur ceux des éléphants. Exactement. Voilà, donc Phil Tippett, qu'est-ce qu'on peut encore ajouter dessus? C'est qu'il a donc énormément travaillé surtout sur l'Empire contre-attaque, et il a été aussi après propulsé en un poste plus important, puisque c'est lui aussi qui a créé pas mal de créatures pour le Retour du Jedi. Notamment le palais de Jabba, on lui en doit beaucoup, lui et Stuart Freeborn. Voilà. Je sais pas. Tippett a commencé sur le premier Star Wars, mais à l'époque, je crois qu'il avait fait que l'espèce d'animation le truc d'échecs là qu'on voit dans. Oui, le jeu de Sabacc. Voilà. Qui a été d'ailleurs repris dans le. Et ils ont fait revenir Phil Tippett pour refaire l'animation encore une fois comme ça à l'ancienne. D'ailleurs, le jeu de Sabacc au départ devait être ils avaient eu comme idée d'utiliser des comédiens costumés pour pouvoir faire les créatures. Puis ils se sont tournés vers des sculptures en fait, justement en Go Motion, puisqu'il y avait un autre film qui utilisait à peu près la même technique. C'était le film Westworld, de l'adaptation de Michael Crichton avec j'ai paumé le nom. C'est Yul Brynner dans le rôle du méchant. Monde Ouest, pardon. C'était pas Westworld. Je confonds. C'est vrai que du coup, sur les effets spéciaux à l'ancienne du premier Star Wars, on avait quand même quelque chose d'assez traditionnel et d'assez limité du coup, forcément par la technique de l'époque. On en parlait tout à l'heure, c'est que ces espèces de gigantesques matte painting, ce qui est l'ancêtre du fond vert finalement. Oui. On a l'impression d'avoir des décors faramineux et en fait c'est juste un petit décor qui a été construit autour de l'acteur. Ensuite il y a des mecs qui vont peindre un décor gigantesque sur une plate en verre en laissant le trou pour intégrer l'image, quoi. Et ça donne des résultats plutôt pas mal encore aujourd'hui.
Plutôt pas mal, oui. Enfin, c'est quand même un petit mot, puisqu'il y a vraiment ces sortes de trompe-l'œil sont quand même un travail et fastidieux et magnifique. On peut voir vraiment des énormes détails qui en fait sont juste de la petite peinture mise sur la plaque de verre, quoi. Ouais. C'est un énorme travail qui aujourd'hui est une tradition qui se perd, vu que justement tout peut être fait avec les fonds verts ou les fonds bleus grâce aux ordinateurs. Le principe reste le même finalement, parce que remplir un fond vert, après il y a un travail d'artiste qui revient. Par exemple, si vous prenez par exemple sur le Seigneur des Anneaux, le Hobbit, ou surtout le Hobbit où on avait pas mal de fonds verts, ça reste au niveau un espèce de travail de matte painting, enfin d'arrière-plan qui a été fait en principe suivant les dessins d'Alan Lee et John Howe, qui étaient les illustrateurs des bouquins de Tolkien dans les années 90, si je ne me trompe pas. Et donc après c'est eux qui font le dessin, et derrière c'est repris en infographie et c'est affiné, et voilà. Donc finalement la technique c'est la même, mais elle est juste beaucoup plus au point qu'à l'époque, quoi. Oui, de toute façon c'est un sacré ravalage de façade pour c'est ça. Pour faire un petit jeu de mots, mais il y a de mon point de vue, le côté artistique pur est toujours là, mais la relation avec la matière, comme pour les effets spéciaux en général, n'est plus présent. Enfin, il est moins présent physiquement. Et le travail sur ordinateur fait une facilité. Enfin, on en reviendra un peu plus tard parce qu'on va parler des CGI, mais ça donne une facilité qui peut pousser à la faute. C'est vrai. Et votre échange est intéressant à plus d'un titre. Déjà, à savoir que c'est quelque chose que tu mentionnais toi-même, Jonathan, dans certaines, soit de tes discussions, soit de tes recherches actuelles. C'est-à-dire que les effets spéciaux maintenant nous semblent quelque chose d'acquis, quelque part de normal. On sait aujourd'hui, en 2016, qu'avec la technologie, on peut parfaitement arriver à faire des batailles épiques de malades et des choses extrêmement spectaculaires. Mais ce qu'il ne faut jamais oublier, c'est qu'à l'époque dont on parle, à l'époque des débuts, à l'époque des premiers Star Wars, il y a des choses qui ne nous sont pas encore accessibles au niveau des techniques. Et finalement, les cinéastes doivent faire avec les moyens du bord et travailler avec des équipes qui doivent composer avec tu parlais de matière tout à l'heure, Mathieu, justement, avec des matières qui sont pas forcément celles qu'on connaît aujourd'hui et qui voilà. Donc du coup est-ce qu'on peut dire vraiment de certains effets spéciaux, je sais que c'est une question rhétorique que je vais poser, mais je la pose, mais est-ce qu'on peut dire vraiment du coup de certains effets spéciaux qui ont vieilli, en particulier sur Star Wars, et pourquoi ils auraient vieilli d'après vous? Jonathan, si tu veux peut-être intervenir en premier. Alors moi, je dirais que oui, quand on voit les premiers Star Wars et les images non remasterisées, on voit que ça a pris un sacré coup de vieux, mais c'est la faute, entre guillemets, et à la matière, puisque c'était principalement du latex ou de la mousse de latex. Le silicone était alors au premier balbutiement, mais aussi par rapport aux techniques utilisées, c'est surtout des masques rigides, qui ne bougent pas. Il y a pas encore l'animatronique, c'est pareil. C'était vraiment des tout premiers pas qui se développeront par la suite. Donc il y a le matériel aussi, le latex, qui avec le temps se détériore. Donc on peut voir ce parallèle-là, et oui, ça a pris clairement un coup de vieux. On peut parler même plein d'autres exemples, mais Star Wars, oui, c'est... Un des trucs qui, pour moi, le plus vieillit peut-être, et là on parle de la version avant la remasterisation, c'est peut-être l'attaque dans l'épisode 4 de l'Étoile de la Mort, où on voit vraiment en fait les vaisseaux qui sont très rigides, même dans leurs mouvements. On voit qu'ils sont sur des espèces de petits bâtonnets. C'est sur des tiges, oui, des tiges ou des rails. Et c'est un des trucs que finalement a amélioré la remasterisation, parce que du coup, c'est des vaisseaux en images de synthèse, c'est beaucoup plus fluide, la caméra suit l'action, et ça donne un peu plus de peps à la bataille. Disons qu'au départ, les combats de vaisseaux, c'était surtout pour faire des clins d'œil ou des références aux dogfights qu'il y avait dans la Seconde Guerre mondiale. Donc pour le coup, ça marche très bien. Mais oui, on voit clairement que c'est des maquettes, que les animateurs bougent suivant un axe X ou Y, et ça n'a pas le même effet que maintenant où tous les films ressemblent à des jeux vidéo, quoi.
Peut-être même un peu trop. Oui, un peu trop. Alors, je trouve la référence intéressante, d'autant que, alors autant Jonathan essaie de caler des références à Mad Max, mais là je me sens obligé du côté jeu vidéo de penser à Man of Steel, parce qu'en fait c'est une critique qui a été faite souvent à Man of Steel, de dire que le combat final contre Zod avait vraiment l'allure d'un jeu vidéo à cause de ça, quoi. Donc déjà parce que c'est moche. Enfin non, j'ai pas envie de dire que les effets spéciaux sont moches, mais que la photographie est dégueulasse. Mais du coup c'est vrai que c'est pas forcément ça, la photographie est là pour beaucoup finalement dans les effets spéciaux. Pour que le truc soit bien intégré, il faut que ce soit bien éclairé. Et quand ça l'est pas, ça donne un côté un peu pas fake, naturel, fake, factice, quoi. Factice, vraiment informatisé. Ce que je vous propose, messieurs, c'est de partir vers une petite pause musicale avant de commencer notre seconde partie. Donc on va s'écouter Air Magic Wand avec un EP de Blostrom.
Vous êtes toujours sur Campus Grenoble 90.8 pour l'émission Pop en Stock France avec Jonathan Fruoco et Mathieu Chanteperdry qui nous accompagnent pour cette fois-ci. On va partir maintenant sur la deuxième phase de notre émission qui sera consacrée à, on va dire, à l'évolution des techniques, en particulier donc pour Star Wars, puisque c'est là le cœur même de notre émission. Jonathan, je t'en prie. Oui. Lucas donne le tourne dans les années 90 en termes d'évolution d'effets spéciaux avec la sortie de la version remasterisée de Star Wars avec de nombreux effets en images de synthèse venant remplacer certaines animations originales, voire même remplir l'écran de trucs divers et variés, souvent moches et pas forcément de bon goût. On pensera à l'ajout de la scène coupée avec Jabba dans Un Nouvel Espoir. Et on a tendance à cracher sur ces versions en disant que Lucas a dénaturé son œuvre. Mais bizarrement, j'ai envie de relativiser les choses aujourd'hui. Parce que mine de rien, depuis décembre dernier, George Lucas me manque. Donc, enfin bref. Il faut savoir donc que Lucas s'est intéressé très tôt aux possibilités offertes par l'imagerie digitale. Et si celle-ci avait été disponible et pas si chère dans les années 70, moi je suis convaincu qu'il aurait tenté le coup. Parce que mine de rien, Lucas a toujours fait évoluer l'industrie cinématographique d'une façon ou d'une autre en provoquant une certaine modernisation de la technologie. Je pense notamment à la création de Industrial Light and Magic, de THX, de Skywalker Sound. Et Peter Jackson a même récemment dit que sans la contribution de George Lucas, le cinéma comme on le fait aujourd'hui, ne serait peut-être pas possible, quoi. Mais enfin, revenons dans les années 70. À l'époque, Art Durinsky, donc un monsieur bossant dans une petite société informatique Informational International Inc., s'est acheté dans le commerce un modèle réduit de X-Wing et contrairement aux autres enfants, il a entrepris d'en faire un modèle 3D. Ce qui impliquait à l'époque de faire un plan du vaisseau depuis le jouet et d'établir des coordonnées X, Y, Z et de rentrer à la main sur l'ordinateur toutes ces infos, mais je vous passe les détails. Ensuite, Gary Demos a pris le modèle 3D créé et lui a appliqué de la texture, des couleurs pour en faire quelque chose d'un peu plus concret. Demos, Durinsky et leur copain Doug McMillan ont alors envoyé un rendu photo à Lucas qui les a reçus et après quelques modifications les a engagés en 79 pour faire une séquence d'animation test. Donc Lucas envisageait donc en 79, 20 ans avant la sortie de La Menace Fantôme, de passer aux images de synthèse. Et malheureusement pour lui, mais heureusement pour nous, l'Empire contre-attaque venait d'exploser son budget de 10 millions de dollars et George a été forcé de couper court à sa relation avec Informational International Inc. Bon, la suite on la connaît tous, c'est Lucas attend, il range son frein et il découvre Jurassic Park en 93 avec des effets conçus en partie par ILM et se dit alors que le futur du cinéma est arrivé. Ce qu'il faut se dire aussi, c'est que ILM sur le premier Star Wars, donc Un Nouvel Espoir, avait été viré par la Fox un temps, puisque à quelques mois, voire quelques semaines de la sortie du film, la Fox n'avait pas eu d'effet satisfaisant, voire pas d'effet du tout, et avait décidé de couper les vivres à ILM, ce qui est une mauvaise décision, puisque après on a vu le rendu que ça pouvait donner après toute cette aventure, quoi. Surtout quand on sait en fait finalement la contribution d'ILM à l'histoire du cinéma et des effets spéciaux, quoi. En partant de Star Wars, donc ILM qui était fondé dans les années 70 par Lucas même, ça a vraiment donné leur chance à des gens comme on a mentionné Phil Tippett, mais Dennis Muren et Terrence Mason et plein d'autres gens comme ça qui sont des vrais génies du cinéma et de la technique comme ça, qui ont vraiment modernisé le truc. Et on a parlé de Jurassic Park, voilà, mais c'est aussi des effets de ILM pour tout ce qui est image de synthèse. Terminator 2 qui aussi c'est Dennis Muren et ses copains. Donc on a tous les grands effets spéciaux en image de synthèse de la fin du XXe siècle, en particulier au début des années 90, ce qui a permis d'emmener à Jurassic Park, on va dire l'espèce de porte-étendard de la technologie, de l'évolution. C'est la pièce maîtresse. C'est la pièce maîtresse d'ILM à l'époque. On leur doit beaucoup. Mais bizarrement, au même moment, on a la remasterisation de Star Wars avec des effets par ILM et le résultat est pas si bien reçu que ça, et les effets eux-mêmes sont pas forcément toujours de bon goût. En fait, ils détonnent trop avec les effets de 77, quoi. C'est-à-dire pour le premier Star Wars, les premiers effets avec justement, comme on disait, le latex, la mousse de latex, et donc les masques rigides, quelque chose de pas de garage, parce que c'est quand même avec un beaucoup plus gros budget, mais oui, quelque chose d'assez brut.
d'assez tangible, alors que les effets spéciaux faits par ILM, les images de synthèse font quelque chose de beaucoup plus lisse malgré les textures qu'ils ont pu employer, mais c'était les débuts, donc ça fait quelque chose d'assez brouillon, on va dire. Pourtant, l'argent a été dépensé. C'est pas vraiment l'argent fait pas tout. L'argent fait pas tout, mais c'est-à-dire que il me semble, alors je veux pas dire de bêtises, je vais pas avancer de chiffres, mais que la remasterisation des 3 films ont coûté aussi cher que les Star Wars à l'époque, quoi. Et c'était juste pour ajouter des effets spéciaux. Mais ça vient aussi du fait que quand Lucas a commencé ça, c'était dans le début des années 90 97 aussi. Les remasterisations sont sorties, mais bon, ils ont commencé ça plus tôt. C'est vrai qu'il a pas forcément mis tout ILM dessus. Ah non. Il y avait d'autres projets aussi. Voilà, il y avait d'autres projets en parallèle, et il y avait 2-3 bonhommes qui se retrouvaient à gérer des séquences infernales. Notamment, j'ai mentionné l'ajout de la scène avec Jabba dans Un Nouvel Espoir, qui était infernal à réaliser, parce que je sais pas si vous la connaissez tous, enfin, elle est légendaire cette scène maintenant, le fait qu'elle a été filmée avec c'était un acteur un peu gras qui était censé remplacer Jabba. Oui, ce sont même tous les grands personnages iconiques ont pu aussi être interprétés, enfin surtout en image de synthèse, par un animateur lambda qui. À l'époque, il était censé être remplacé déjà par de l'animation en volume, et finalement Lucas l'a pas fait, et il a rajouté la scène là avec des images de synthèse. Le problème, c'est qu'Harrison Ford passait derrière l'acteur en question à un moment. Ça faisait des problèmes de raccord. Parce que Jabba a une queue. Il lui marche d'ailleurs sur la queue. Il lui marche sur la queue, mais c'est compliqué à faire, quoi, cette histoire. Parce que du coup, le technicien, et il était tout seul, il me semble, a été obligé de détourer entièrement Harrison Ford pour pouvoir le réanimer, les bras, les jambes, la tête, tout ce qu'il fallait pour qu'on ait l'impression qu'il monte par-dessus la queue alors qu'il marchait sur un seul plat. Enfin bref, oui, le cauchemar. D'ailleurs, l'animation de Jabba était très rock'n'roll en termes de. Enfin, pas l'animation, mais on va dire la mise en œuvre technique. Le rendu final est moche, quoi. Oui, c'est sûr. Oui. Bon. Après, c'est vrai que l'image de synthèse permet de, même si elle est moche, de pouvoir. Enfin, je dis moche. Pardon aux animateurs. Mais disons qu'elle a peut-être vieilli, quoi. Voilà, maintenant. C'est surtout ça. Elle a un petit peu daté, mais qu'elle a permis d'éviter le même, pas piège, mais la même mise en place assez conséquente du premier Jabba qu'on peut voir dans le Retour du Jedi, qui faisait quand même 135 kilos de latex, quoi. Donc avec 5 ou 6 animateurs pour l'animer, ça faisait quand même un bon gros bébé. C'est là-dessus que je voulais t'amener, en fait. Ah d'accord, voilà, tu vois, c'est bien, j'ai pris tout seul. Le truc. Mais il y a aussi le coup que les CGI soient montrés comme mauvais, mais il y a aussi le contraire, c'est-à-dire que dans l'épisode 1, je vais peut-être un peu trop rapidement, mais je vais dire ma petite anecdote. Mais oui, dans l'épisode 1, Yoda, au départ, et ça on l'a peut-être aussi oublié avec les remasterisations de l'épisode 1, mais au départ c'est une marionnette. Donc dans les anciens, c'était déjà une marionnette animée par Frank Oz, et aussi avec la voix. Et dans l'épisode 1, donc toujours Frank Oz, sauf que le design a été repris par Nick Dodman, à qui on doit les effets spéciaux des Harry Potter. Et en fait, ce Yoda-là, qui a été validé par Lucas et tout ça, est beaucoup plus jeune, mais il est assez laid, puisqu'il détonne par rapport aux effets numériques des autres personnages. C'est-à-dire que c'est la seule marionnette au beau milieu de personnages réels ou numériques. Et beaucoup de spectateurs n'ont pas aimé, ce qui fait que Lucas a vite gommé ce petit détail et l'a remplacé par une animation en image de synthèse. Puis dans l'épisode 2 et dans l'épisode 3, ça a été repris aussi en disons qu'il a aussi fait ça en partie parce qu'il avait eu dans l'idée en cours de route de faire fameux combat sabre laser de Yoda. Donc oui, dans l'épisode 3, oui, ça aurait été. On imagine même Frank Oz se promener avec Yoda au bout du bras. Ça aurait été vraiment galère. Un Christopher Lee déjà de 80 ans à l'époque, ça aurait été un peu. Oui, mais rien que Christopher Lee aussi, je pensais au combat contre l'Empereur, mais c'est vrai que dans l'épisode 2. Cela dit, ça aurait fait date comme combat s'il y avait eu ces choix de fait. Mais là, effectivement. Ça se serait peut-être cassé la gueule, surtout. Oui, justement, c'est bien pour ça que ça aurait fait date, précisément. Et du coup, Jonathan, déjà, merci Mathieu pour ces petites anecdotes. Même si on a un peu coupé dans la temporalité, on a un peu bondi, c'est pas grave, c'est flexible, la force est avec nous. Et du coup, Jonathan, une question qui revient parfois quand on discute de ça, et qui est revenue hors antenne d'ailleurs.
Lucas et ses continuateurs, on pourrait dire, ont eu tendance à mesure que les remakes, les refontes, on va dire au niveau des effets spéciaux se faisaient, on a souvent tendance à glorifier la technologie Blu-ray par exemple ou ce genre de choses, mais du coup si tu voulais conseiller aux éditeurs quelque chose, d'ailleurs la question sera aussi à toi Mathieu, si vous voulez conseiller aux éditeurs quelque chose qui les rapproche des Star Wars, on va dire de l'origine, qui n'ait pas subi les refontes de Lucas et de son équipe, qu'est-ce que vous conseilleriez, qu'est-ce que Disney pourrait éventuellement sortir? Disney. Alors, moi je vous conseillerais évidemment de jeter un œil déjà à la version des Specialized Edition qu'on trouve sur internet, c'est-à-dire qu'une version remasterisée par des fans des films originaux avant la remasterisation, qui sont très bien, hein, mais je crache pas pour autant sur les Blu-ray des versions qui sont sortis, malgré les nouveaux changements que j'aime pas forcément de Lucas. Mais il faut remettre dans le contexte, c'est-à-dire que George Lucas c'est pas le seul à avoir fait ça, à changer des films après qu'ils soient sortis. On lui tombe dessus en permanence. Et moi le premier, j'ai râlé souvent, mais c'est-à-dire que Peter Jackson a fait la même chose pour Le Seigneur des Anneaux et Les Hobbits quand ils sont sortis. Forcément, entre le passage DVD à la version longue, il va changer des trucs parce que certains effets n'étaient pas finis. Il l'a fait sur Le Hobbit récemment. Il y a plein de films qui sont sortis comme ça et qui ont été complétés après coup parce qu'on n'avait pas eu le temps, on n'avait pas eu les moyens de le faire sur le moment. Et puis, je veux dire, c'est les films de Lucas, voilà, il en fait ce qu'il veut. Mais le problème vient peut-être de aussi l'aspect quasi religieux de Star Wars. Il y en a qui pleurent pour Star Wars. Ouais. C'est ça. Non, mais le truc, c'est à partir du moment où c'est devenu canon, voilà, il faut plus toucher à des textes. C'est comme aujourd'hui, si on voulait ajouter des notes de bas de page ou compléter la Bible, les gens râleraient à l'église. Non, mais la comparaison est exacte. Hein. Il y a vraiment une notion religieuse dans la culture. Alors finalement, Georges a le droit de culte. En tous les cas. Rien qu'à voir quand Disney a supprimé l'univers étendu, le tollé que ça a fait sur internet ou même chez les fans. On se demande même pourquoi ils ont supprimé l'univers étendu d'ailleurs, sans spoiler l'épisode 7. Pas de spoil, on a dit. Pas de spoil, mais en fait il y a quelque chose de très intéressant, d'une part dans la dimension je dirais religieuse, et d'une part dans ce que tu fais là, Jonathan, c'est-à-dire que tu n'essayes pas forcément de défendre Lucas en disant non on a eu tort de lui gueuler dessus, mais tu essaies de réhabiliter un petit peu une certaine justice, j'ai presque envie de dire divine, par rapport à ce que lui a essayé de faire, parce que c'est vrai que mine de rien, sans aller trop loin dans ce débat, parce que sinon on va s'éloigner à des kilomètres, mais je dirais que il y a eu une espèce de Lucas a servi du bouc émissaire mythique, c'est-à-dire du bouc que tu cherches de tous les maux de la terre ou de tous les maux de la saga, puis que tu largues dans le désert en espérant qu'il va crever pour nous sauver. Le bouc, en tous les cas, va crever pour nous laisser du répit par rapport aux catastrophes qui tombent sur le peuple. C'est vraiment ça, hein, l'histoire mythique du machin. Et en fait, Lucas, on a l'impression qu'on lui a fait un peu la même chose finalement. Donc, je trouve intéressant, sans moi-même donner mon avis par rapport à ça, je trouve intéressant qu'on essaye de voir un petit peu le plus objectivement possible comment il a pu en arriver à faire ses choix, et du coup ces choix, ça interroge directement la technique et les effets spéciaux précisément, puisque voilà, on parlait de Yoda qui avait peut-être mal vieilli ou mal rajeuni plutôt avec les choix qui ont été faits. On pourrait, j'en suis sûr, parler de Chewbacca également au niveau du cri par exemple, du cri ou même du design, même là dans l'épisode 7, bon là c'est pareil, je m'avance un peu, mais le Chewbacca de l'épisode 7 est exactement le même, mis à part la matière en elle-même, mais c'est le même design et le même savoir-faire qui a été utilisé pour l'Empire contre-attaque, enfin même pas l'Empire contre-attaque, pour Un Nouvel Espoir et pour les anciens Star Wars, quoi. C'est exactement le même design que Stuart Freeborn a fait à partir des hommes singes de 2001, l'Odyssée de l'espace, et puis voilà, enfin on voit que il y a
Il y a des éléments comme ça qui sont intemporels, quoi. Et Lucas s'est pris vraiment du bois vert plein la tête depuis le retour du Jedi. Alors il a fait, des erreurs, comme les épisodes de Holiday Special, là, avec les épisodes de Noël, ou même la série sur les Ewoks, mais voilà, enfin c'est l'œuvre quand même de toute sa vie, quoi. D'un autre côté, il aime l'argent, on peut pas lui en vouloir. On aime tous l'argent. Ça vend des jouets aussi, c'est sûr. Ouais. Non, mais après c'est vrai que peut-être que certains pourraient te répondre que les Ewoks ils étaient là pour justifier une espèce de côté kawaii de la saga. Oui, non, mais dans le retour du Jedi, d'accord, mais pas après la série animée ou même l'épisode de Noël, là. Enfin... Comme l'a dit Jonathan, il y avait un public à séduire. Jeune. Quelque part, ils l'ont. En fait, c'est vraiment ça, le côté générationnel. Et encore une fois, je ne sors pas complètement des effets spéciaux, puisque ce côté générationnel, il existe aussi pour les effets spéciaux. Mais finalement, tu te rends compte que quand tu regardes bien Star Wars, c'est une histoire de génération. Je veux pas dire que tout se vaut, je veux pas dire qu'on peut tout considérer comme faisant partie du canon de Star Wars. Je dis juste qu'en fait, ça me fait mal de le dire parce que ça met un coup de vieux, mais les jeunes de maintenant, je suis bien obligé de l'admettre, les jeunes de maintenant, qu'est-ce qu'ils vont regarder surtout ? Ils vont regarder l'épisode 7 déjà. Des remakes aussi. Des remakes et puis des séries animées, des choses. Alors, c'est pas pour me lancer dans une critique des séries animées, d'autant qu'il y en a qui sont de qualité, mais c'est surtout que ce choix des séries animées, ça... En dehors du fait qu'on cherche à faire du fric, mais bon, ça, Star Wars n'est pas la seule licence à vouloir le faire, c'est surtout que le public, il n'est pas tout à fait le même que celui qui regardait les films dans les années 70, mais entre guillemets, ce public-là, des années 70, il existe encore. C'est-à-dire que tu as vraiment... plusieurs générations, tu as en gros le père, le fils et éventuellement le Saint-Esprit. Non, c'était vraiment le côté familial. C'était la force, hein. Oui, c'était la force, mais tu peux effectivement aller par là. Non, mais je veux dire que il va y avoir un échange entre les générations et des fois, ça va clasher un peu dans le sens où ce que connaissent les plus jeunes maintenant, c'est pas forcément ce qu'ont connu les gens des générations précédentes. Et ça marche aussi avec les maquilleurs, puisque Star Wars a donné des vocations à nombre de maquilleurs, et exactement. C'est pour ça que ils se sont tous poussés un petit peu pour aller faire l'épisode 7. C'est ça. Quel film avait ta vocation ? Moi, ma vocation, ça faudrait que je me pose un petit peu la question comme ça, là, à chaud, je sais pas. Est-ce que tu sens que Star Wars aurait pu te faire quelque chose ? Oui, mais sachant que j'ai pas vu les éditions non remasterisées, ça fausse un peu la donne. Mais oui, l'univers de Star Wars, voilà, n'importe quel gamin, ça le rend gaga, quoi. Enfin, l'univers, les vaisseaux, les aliens, tout ça, quoi. Ouais. Eh ben, avant d'enchaîner notre dernière partie, du coup, on va partir vers une deuxième petite pause musicale avec cette fois Rum for Pauline et No Hugs.
soft, it's bright. Screen, it's red and blue. So full, now it burns inside. How does it feel? It's no music, pink and blue. It's no yellow sound. Loud, it's soft, it's bright. Screen, it's red and blue. It's everything at once. It's loud, it's soft, it's bright. Screen, it's red and blue. Vous êtes toujours sur Campus Grenoble 90.8 pour Pop en Stock France, toujours avec votre animateur Clément Pellissier, ainsi que Jonathan Fruoco et Mathieu Chanteperdré qui nous a rejoint à l'occasion de l'émission spéciale sur les effets spéciaux concernant Star Wars. Et bien sûr avec la respiration de Vador qui fait bizarre dans les casques amplifiés un peu fort. Ça fait peur. Ouais, ça fait peur, mine de rien. Cette respiration est devenue absolument légendaire, comme beaucoup d'effets typiques de Star Wars. Et là, j'ai envie de dire, on est parti dans ce dernier tiers d'émission sur la question des choix, des abandons et des nouvelles techniques numériques qui ont donné la prélogie ou encore Star Wars 7. Messieurs, on parlait du sable laser en antenne par exemple, donc vous allez pouvoir nous parler un peu de fond vert, d'abandon de fond vert et de nouveaux choix numériques. Ouais. Moi je vais pas mentir en fait, quand j'étais assez content d'apprendre à l'époque que Star Wars 7 allait reléguer les fonds verts de la prélogie au placard pour mettre l'accent sur des effets à l'ancienne, avec de vrais décors construits, des aliens portant 15 cm de latex sur la tronche, tout ça. Et finalement, je reste assez satisfait du rendu visuel de Star Wars 7, et seulement visuel, parce que j'aime bien les effets à l'ancienne. Comme Guillermo del Toro en utilise souvent, c'est-à-dire en mêlant même images numériques et effets pratiques. Mais c'était avant de comprendre que la motivation derrière cette approche rétro était commerciale. Et non artistique, ce qui change tout pour moi. Donc c'est quelque chose qu'a même récemment critiqué Lucas, il était contre cette approche rétro de Disney avant d'être contraint de s'excuser, on imagine, par une foule d'avocats de la firme aux grandes oreilles. Enfin bref. Donc au cours de l'émission, comme Clément tu l'as noté, on a pu parler de la place de Lucas dans cet univers-là, de ce qu'il a fait, et on a pu se rendre compte aussi que finalement l'évolution technologique des effets spéciaux dans Star Wars a toujours été d'une certaine façon limitée par des contraintes budgétaires ou par la jeunesse même de la technologie. Et Lucas a toujours vu plus grand, mais a été canalisé par ces contraintes-là et d'une certaine façon par les conseils de gens, et là je parle notamment au stade d'écriture du script de l'épisode 4, par des gens comme Gary Kurtz, le producteur, ou comme ses amis qui sont des gens comme Steven Spielberg, John Milius, Francis Ford Coppola, qui ont été là pour le guider dans les premières versions du script. Et la remasterisation de la trilogie nous permet
finalement d'imaginer à l'époque où Lucas voulait aller visuellement. Que ce soit raté, c'est un autre problème. Mais on peut pas lui enlever cette volonté d'innover. Et la prélogie, qui reste formidablement mal foutue, est quand même novatrice dans son approche de l'univers Star Wars. Avec quelque chose de plus politique et de moins mythologique, universel, voilà, des effets spéciaux plus modernes et non pratiques. Donc, il a tenté de faire quelque chose de radicalement différent pour éviter de se répéter, et c'est tout à son honneur. Bon, hélas pour lui et pour nous, depuis le retour du Jedi, Lucas est surtout entouré de yes men, incapable de lui dire clairement, comme ça peut être le cas au début des années 70, que non, c'est pas possible, c'est mal écrit, ça va coûter trop cher. Voilà. Il n'y avait plus personne pour le canaliser. Du coup, le retour aux effets pratiques dans Star Wars 7 laisse un arrière-goût amer, comme si Disney avait finalement gratté la surface de la trilogie originale sans jamais comprendre tout ce qu'il y avait dessous, et surtout sans jamais réaliser la valeur artistique et culturelle du vernis qui venait de percer. Alors oui, je suis d'accord, mais ce qu'il faut aussi se dire, c'est que le retour aux effets pratiques, aux effets rétro donc, sur Star Wars 7, a aussi apporté des lots de conditions, de respect comment dire, disons que les effets spéciaux ont dû respecter leurs ancêtres, c'est-à-dire ceux qui avaient dans la première trilogie, mais les techniques ayant évolué, on a donc des choses bien plus jolies, bien plus belles, qui correspondent vraiment donc aux attentes du public, mais qui devaient respecter aussi les anciennes, c'est-à-dire que là, ils n'ont pas pu utiliser de silicone, par exemple, puisque dans les années 70-80, c'était pas un matériau vraiment utilisé principalement, c'était surtout la mousse de latex. Donc, ils ont respecté cela et ils sont restés avec la mousse de latex. Par rapport aux anciens personnages aussi, puisqu'il y a beaucoup de personnages qui reviennent, sans spoiler, puisque c'est des personnages mineurs, mais par exemple Nien Numb ou l'amiral Akbar reviennent. Brièvement, mais... Voilà, très brièvement, avec donc toujours un petit côté disons, étiré, un rajeunissement. C'est-à-dire que leurs textures sont beaucoup plus poussées. Donc ça... C'est bien d'avoir eu une nouvelle technologie qui pouvait comment ça s'appelle, permettre beaucoup de choses, mais aussi vouloir respecter l'ancien, le vieux temps, on va dire, a mis des barrières aux différents techniciens. Ah oui, je suis parfaitement d'accord. J'ai absolument rien. Non, c'est vrai. J'ai rien contre les effets rétro. Au contraire, c'est comme je dis, je trouve que c'est plutôt sympathique, mais c'est vrai que c'est la motivation derrière tout ça. J'ai les mecs qui ont fait ça eux-mêmes sur le tournage, voilà, c'est tout à leur honneur, ils ont fait un travail excellent. C'est Disney derrière, ils ont fait ça pas parce qu'ils voulaient faire quelque chose de beau et donner cette chance-là à des types de travail à l'ancienne et d'affiner des techniques, mais plutôt parce qu'ils se sont dit on va pas faire l'erreur de la prélogie, les gens ont râlé parce que à cause des effets spéciaux, à cause du tout numérique, à cause de Jar Jar Binks voilà. Ça y est, le boulet est lancé. Le mot, voilà, le mot tabou est lancé. On va pas s'attarder sur ça, mais non, mais voilà, les gens ont râlé là-dessus. Du coup, ils se sont dit ça va pas marcher sur la prélogie. Qu'est-ce qu'on fait ? On fait marche arrière. On va faire ce qui se vendait bien à l'époque. Tu vois, moi, j'ai la sensation par rapport à ça que ce qu'ils ont essayé de faire dans Star Wars 7, c'est surtout de nous dire regardez, on vous a sorti de la prélogie, on a compris que la prélogie vous lui aviez vomi dessus tant que faire se peut, et donc regardez, on vous sort de cette prélogie là. Mais le truc, est-ce que ça suffit pour faire un Star Wars ? Je vous laisse juge, mais on va pas rentrer dans les détails. Non, on va pas rentrer dans les détails, mais voilà. Les effets spéciaux, le fanservice, c'est bien, mais à petite dose. C'est-à-dire, c'est juste des petits clins d'œil, des petits, voilà, un jeu avec le spectateur. Pas juste faire un gros sandwich et puis dire voilà, mange et puis basta, quoi. Non, mais oui, voilà, le fanservice par exemple, et hop, deuxième mention de Mad Max dans la même émission. Je sais pas si t'as droit à deux par émission. Si, non, mais ça me donne un peu d'avance. Non, mais voilà, il n'y a pas forcément de fanservice dans Mad Max. Je veux dire, il n'y a pas de caméo de Mel Gibson, ne serait-ce que 6 secondes et demie. Le seul truc vraiment qui fait référence, c'est pratiquement des images subliminales qui sont sorties des premiers films, ou l'espèce de petite boîte à musique qu'on voit 2 secondes et demie. Voilà, il n'y a que les mecs qui ont vu les films et qui s'en souviennent, qui les connaissent par cœur, qui vont faire le rapprochement. Mais on n'insiste pas dessus.
Ouais, mais pour moi, on sort de la question technique dans les faits, mais je dirais que un film, il faut aussi considérer, oui, sa réalisation technique, oui, les effets spéciaux, mais également la réception, mine de rien, par le public. C'est un tout, quelque part. C'est parce que la saga Star Wars, c'est aussi une question de réception par le public, et on parlait de religion tout à l'heure. Le nombre de gens qui se sont jetés le 16 décembre au soir ou dans l'après-midi sur le nouveau Star Wars qui venait de sortir. Phénoménal, hein. Ils allaient à la messe, quoi. Oui, c'est un événement mondial. Et on a été les premiers à pouvoir le voir, puisque c'est sorti en France bien avant le. Et finalement, on se dit que Lucas aurait dû monde. écouter Coppola à l'époque, qui lui avait dit après la sortie de l'épisode 4 de créer une secte et de laisser rentrer l'argent plus en payant d'impôts. Et le pire, c'est qu'il aurait pu, parce que je crois que la fonction de chevalier Jedi, existe bel et bien dans certains. Il me semble qu'en Turquie, ils ont comment ça s'appelle, une espèce de comité de caste Jediisme, de Jedi. Ouais, mais revenons à la prélogie. Revenons à la prélogie. Excusez-nous d'avoir divergé. Tout à l'heure tu me parlais justement, on a tendance à dire qu'il y a beaucoup, c'est du fond vert, c'est des machins, mais tu me disais qu'il y a aussi pas mal d'effets à l'ancienne aussi. Il y a à l'ancienne des effets spéciaux pratiques, oui. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de décors qui ont été, surtout miniatures en fait, qui ont été construits. Par exemple, la surface de Felucia ou même certains niveaux de comment ça s'appelle, des immeubles de Coruscant, mais le gros vraiment effet qui a dû d'ailleurs en traumatiser pas mal, c'est l'effet de brûlure d'Anakin Skywalker. Ouais. Bon, là je spoil rien parce que je suppose que tout le monde a vu au moins l'épisode 3. Tout le monde sait qu'Anakin Skywalker il vient Dark Vador, j'imagine. Ouais. Voilà, on a fait. Et oui, donc c'est un effet qui est assez brutal d'ailleurs, qui tranche un peu avec le côté un peu pas mignon, mais disons assez enfantin de la saga Star Wars. Et ça a posé problème d'ailleurs aux créateurs d'effets spéciaux Dave LC, puisque lui et son équipe avaient les coups des franches par Lucas, qui disait allez-y, je vous laisse carte blanche, mais qui s'est retrouvé avec à faire des effets de brûlure beaucoup trop réalistes et beaucoup trop brut pour un film qui est quand même censé être familial. Et Lucas a quand même bien aimé le design qui lui a été proposé, et c'est celui qu'on retrouve c'est pas l'attaque des clones, c'est la revanche des Sith. Voilà, avec un effet bien brutal qui représente bien le personnage de Darth Vader. C'est le personnage qui veut ça. Voilà, c'est sa destruction quasi complète et sa résurrection en robotique, quoi. Bien sûr. C'est vrai que c'était assez brutal quand on y repense. Moi, ça m'avait un peu choqué à l'époque. On sortait de Jar Jar Binks, et puis Lucas nous disait depuis le retour du Jedi que non, Star Wars, finalement, les Ewoks, tout ça, c'était censé être pour un public plus jeune, et que si on critiquait la prélogie, c'est parce qu'on avait perdu notre âme d'enfant, et puis d'un seul coup, il te balance ça, quoi. Donc, c'est vrai. Surtout que la fameuse séquence Je suis ton père, elle avait déjà marqué les esprits dans sa violence, je dirais émotionnelle, davantage que physique. C'était le dernier épisode en date, parce que là l'épisode 7 est sorti, mais c'était vraiment celui qui est plus brutal, le plus brutal, parce que on voit la disparition des Jedi qui meurent quand même dans des atroces souffrances, des vaisseaux qui s'écrasent, des tirs de blaster, tout ça. C'est un épisode très noir. On voit vraiment que l'Empire se met en place, que Palpatine a réussi sa machination. Donc, ça reste très noir, mais ça reste un peu branque, quoi. Je veux dire, moi, le coup de Dark Vador qui extermine les Jedi, je l'avais imaginé pendant des années, où le mec il les traque un par un et il les bute, et en fait non, c'est des Stormtroopers qui reçoivent un SMS de l'empereur et qui lui dit c'est bon, allez-y, et puis il leur tire dans le dos. Et alors c'est pas non plus, ça c'est ce qu'on voit à l'écran. Après, comme on disait, épique, l'univers étendu, il y a pas mal de Jedi qui se sont fait zigouiller par Vador, pardon. Oui. Ouais. Mais du coup, t'as lâché quand même le mot, Jonathan. C'était pas assez épique dans ta conception du truc. Ça joue aussi beaucoup parce qu'on avait tous imaginé des trucs, et forcément, quand on imagine une scène et pendant des années et que finalement on nous la sert au cinéma ou à la télé, c'est jamais ce qu'on avait imaginé. Que veux-tu ? C'est entre le fantasmé et ce qu'on nous pond, oui, c'est vrai qu'il y a toujours une. Mais disons que pour revenir du coup sur les effets de la prélogie, il y a des trucs pratiques qui ont été très travaillés comme ça. Il y a des décors qui ont été construits. Mais en même temps, on a des trucs, genre, par exemple, je pense à
les décors de la chambre de Palpatine. Mhm. Il y a certains plans où ils ont été construits et d'autres où ils ont été refaits parce qu'ils ont retourné des scènes additionnelles en cours de Oui, ça tournage. c'est en Lucas fond qui a vert. l'habitude. Voilà, en fond vert complet, et du coup tu vois que dans le fond c'est un peu plus plat, quoi, parce que du coup c'est mal foutu. Tu vois que les chaises à côté elles n'existent pas non plus. Ah bah, Voilà. par rapport au jeu des acteurs, oui, ça pose problème. Hein. Déjà qu'il Et- en fallait beaucoup pour Hayden Christensen pour qu'il soit crédible, c'est en plus derrière il met des chaises en image de synthèse. Ouais, bah, c'est Ewan McGregor qui s'est plaint justement, enfin plaint, qui a dit c'est beaucoup de fond vert, c'est assez difficile de s'imaginer que telle ou telle créature est ici. Enfin, c'est un gros travail d'acteur là-dessus, quoi. Et c'est là que tu vois que Jonathan, l'air de rien, te met des petits coups de tacle quand même. Ah oui, Ouais, non, mais il faut, faut. ah, mais oui. C'est ça qui fait l'échange. Non, mais aussi, hein, ça me fait sourire. Non, mais c'est tout à fait dans le thème et tout à fait justifié. Et ben, dites-vous que mine de rien, on va arriver sur la fin. Peut-être une dernière question rapide, comme ça, parce que j'ai envie de vous la poser. A priori, on est reparti pour plusieurs films. Hein. Ça, c'est pas une. Ah bah, il y en a au moins c'est- 5. C'est. Il y en a au moins 5. À votre avis, est-ce qu'on peut songer à un nouvel espoir ou est-ce que oui, il fallait la faire. Oui, il fallait Ou est-ce que comment dire, comment est-ce qu'on pourrait présumer de ce qui va être fait? Essayer de faire un peu de divination. Suivant les réalisateurs, on peut avoir de très bonnes surprises, puisqu'il y a Gareth Edwards, il y a Ryan Johnson, Colin Trevorrow. Bon, Ouais. Colin Trevorrow, hein, C'est il Jurassic a World, Voilà, Colin il a Trevorrow, pondu hein, Jurassic ça, c'est dans World. le Mais contexte. voilà. On ne On rentre pas là-dedans. On reste sur Star Wars. Voilà. Mais même ce qui va constituer l'arc Legend, donc le prochain c'est Rogue One, ça va montrer une autre image de Star Wars. Ça va être un espèce de film d'espionnage. Bon, on verra bien par la suite, hein, mais ça va être un film d'espionnage dans le thème Star Wars. Ça peut donner quelque chose de vraiment différent et d'intéressant. Voilà. Et puis, le réalisateur de l'épisode 8 a été très fan de George Miller suite à la sortie de Mad Max, jamais 203 Clément. Donc non mais ça laisse présager peut-être qu'il va avoir un peu plus d'audace sur l'épisode 8 et qu'on va on sait jamais. Son film Looper d'ailleurs était très bon au niveau effets spéciaux. Ouais. Et ben la meilleure façon de le savoir, c'est encore d'attendre patiemment et de d'ici un an. Si vous voulez, si vous voulez vous faire votre propre idée, le mieux c'est encore d'aller voir le film. Il est en salle et d'aller revoir les films précédents. Plutôt les précédents d'ailleurs. Plutôt oui. Mais le piège qu'il y aurait, c'est que avec un Star Wars par an, on risque de tomber dans le modèle Marvel. Ça de toute façon, c'est assez casse-gueule. Marvel, c'est Disney aussi, hein, je le rappelle. Mais bien sûr, mais c'est bien de le rappeler aux auditeurs. Non, mais tout à fait, bien sûr. En guise de première conclusion, on va dire, puisqu'il y aura une petite conclusion musicale. Donc merci beaucoup d'avoir suivi cette émission. On espère vous avoir intéressé. Merci beaucoup Mathieu encore une fois d'avoir été avec nous. Tu as été un intervenant de haute qualité et comme tous les autres qui ont précédé, tu as gagné ton invitation pour revenir nous voir dès que le sujet s'y prête. Et en fait, il ne tient qu'à nous de faire en sorte que le sujet s'y prête. Ce sera fait. N'oubliez pas également que Campus Grenoble 90.8, c'est aussi campusgrenoble.org où vous pouvez retrouver les podcasts de cette émission. Donc ce podcast là sera bientôt disponible et vous pouvez retrouver d'ailleurs les podcasts de la plupart des émissions, donc n'hésitez pas à aller piocher dans les différentes thématiques de nos collègues qui sont tout à fait bons également. C'est chouette et on voudrait